Alors que les États-Unis ont un nouveau président, retournons en arrière pour évoquer tous les anciens locataires de la Maison-Blanche depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, parlons d'un héritier de Reagan, un représentant de l'élite, George Bush. I will faithfully execute the office of President of the United States. An American airplane dropped one bomb on Hiroshima. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. We will make America great again. There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. En 1988, c'est la fin d'une ère pour les États-Unis. Ronald Reagan arrive à la fin de son second mandat, il ne peut donc pas se présenter une nouvelle fois. Les Américains auront donc forcément un nouveau président à l'issue de l'élection. Un nouveau président, mais peu de changements. Celui qui arrive en tête n'est autre que le vice-président en exercice. George Herbert Walker Bush devient le 41e président des États-Unis. Bush est donc le vice-président de Reagan depuis 8 ans, et l'association de ces deux personnages n'était pas évidente. En 1980, les deux hommes sont opposés pour les primaires du parti républicain. George critique vivement le programme économique de Ronald, mais la modération de Bush et son manque de charisme ne font pas le poids face à Reagan, et le Californien l'emporte largement, décrochant le droit d'être le candidat républicain à l'élection présidentielle de 1980. And this is the 49th time that the United States population has been to the presidential well. It has come up with Ronald Reagan as the next president of the United States. Vient alors le moment pour Reagan et ses conseillers de choisir qui sera son colistier et donc potentiel futur vice-président, celui qui ajoutera son nom sur le ticket Reagan. D'abord, c'est l'ancien président Gerald Ford qui est la piste favorite du candidat, mais c'est bien George Bush qui est finalement choisi. Reagan ouvre ainsi sa base électorale avec ce profil modéré, droit et expérimenté. Reagan-Bush, le ticket gagnant qui accède à la Maison-Blanche. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. George Bush est donc un homme expérimenté mais aussi soigné, toujours propre sur lui. Rien ne dépasse, il est excellent, ou du moins son parcours est excellent. Né dans le Massachusetts d'une famille bourgeoise de la haute société des WASP, les White Anglo-Saxon Protestants, petit, il est entouré de domestiques, il se tient droit, il est poli, son père est très riche, et cette image de petit bourgeois va lui coller à la peau. Il cherchera bien plus tard à s'en éloigner, mais sans y parvenir. Il faut dire que son parcours ne laisse pas place au doute, il étudie dans les meilleurs établissements d'enseignement privé. Pendant la guerre, il se porte volontaire dans l'aéronaval et sort de cette période bardée de décorations et de médailles. Il est élu à la Chambre des représentants en 1966 pour 2 mandats, avant que le président Nixon le nomme ambassadeur des États-Unis à l'ONU en 1971. Il devient ensuite, en 1973, président du Parti républicain en pleine crise du Watergate. Le successeur de Nixon, Gerald Ford, l'envoie à Pékin pour installer le bureau de liaison américain dans la capitale chinoise et le rappelle pour le mettre à la tête de la CIA, avant donc d'être vice-président puis président des États-Unis. Un sacré CV. En 1988, George Bush est donc élu. C'est le premier vice-président en exercice à être élu président depuis 1936, et pour ça, il bénéficie de la popularité des 2 mandats de Reagan. Hey, relax, il m'adore. Mais pas facile de passer après le cow-boy, sa virilité et son parler vrai. Bush passe pour une mauviette. Vous, George Bush, vous êtes qu'une mauviette. Il est trop bien éduqué, trop retenu, trop élégant, trop pudique, bref, il est un peu chiant. Tout comme Reagan, il lui arrive de pleurer, mais à la différence de son prédécesseur, sa sensibilité est perçue comme une faiblesse. Les médias s'engouffrent dans cette brèche et s'en donnent à cœur joie. En octobre 1987, quand Bush se déclare candidat, l'hebdomadaire Newsweek titre « The Wimp Factor » ou en français « Le facteur mauviette ». Même le couple présidentiel ne joue pas en sa faveur, et notamment à cause d'un épisode au Japon.
En visite d'État en janvier 1992, George et sa femme Barbara sont invités à dîner quand au milieu du repas, Bush s'effondre et vomit les sushis qu'il avait avalés. Barbara l'aide à se relever et retourne s'asseoir. Bush a apparemment besoin de sa femme pour manger. Ce n'est pas du tout une bonne communication et là encore, le couple présidentiel dénote avec l'image des précédents locataires de la Maison Blanche. Pourtant, Bush va devoir se démarquer, il va devoir se faire un nom et être vraiment le président. C'est qui le patron? C'est moi le patron! Il s'appuie alors sur ce qui l'intéresse le plus, ce qu'il connaît le mieux, la politique étrangère. Bush est très actif sur le plan extérieur. Petit rappel de l'épisode précédent, Reagan a acté la fin de la guerre froide avec le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, et en tant que vice-président, Bush avait d'ailleurs rencontré Gorbatchev avant Reagan pour aller dans la voie de l'apaisement. En 1989, tout est prêt, il n'y a plus qu'à, et c'est bien Bush qui sera le président de transition entre l'ancien monde de la guerre froide et le nouveau monde. Dans ce sens, il continue la dénucléarisation et signe des accords avec Moscou. L'acte de décès du jour, c'est celui de la guerre froide. 34 chefs d'État et de gouvernement sont à Paris pour signer un traité de désarmement et pour parler sécurité et coopération en Europe. Record d'affluence et étape historique dans la nouvelle construction du monde. C'est le plus vaste accord de l'histoire moderne. Dans les décharges militaires, on trouvera des blindés, des canons, des avions et des hélicoptères à la tonne. Au total, 100 000 armes lourdes vont être détruites, la plupart d'ailleurs par l'Union soviétique. L'Alliance Atlantique et le Pacte de Varsovie sont d'accord pour mettre à la casse 33 000 chars. Les pacifistes aimeraient bien rêver. Gorbatchev se désarme et annonce à la tribune de l'ONU la démilitarisation des pays du bloc de l'Est. Ces mesures affaiblissent l'URSS et affaiblissent surtout son emprise sur les républiques socialistes. L'URSS n'inspire plus la crainte et les États veulent les uns après les autres leur indépendance, une volonté qui se propage et qui se transforme en une spirale infernale que Gorbatchev n'arrive plus à endiguer. Peu à peu, les pays s'affranchissent de la domination soviétique et deviennent des États autonomes. L'Union des républiques socialistes soviétiques coule, s'effondre, se désagrège. Le 25 décembre 1991, Gorbatchev annonce à la télévision la dissolution de l'Union soviétique. C'en est fini de l'URSS. Les États-Unis sont désormais la seule superpuissance dans le monde. 2 ans avant la dissolution de l'URSS, en 1989, le 9 novembre 89, aujourd'hui. Retenons bien cette date, le mur de Berlin est toujours là, mais d'une certaine manière il n'existe plus. Le rideau de fer qui depuis 28 ans sépare les deux Allemagnes et comme une longue blessure les deux Europes, le rideau de fer a été aujourd'hui effacé par la pression d'un peuple sur un régime à bout de force. Le mur de Berlin est renversé et par la suite il faut donc s'occuper du sort de l'Allemagne toujours découpée. Bush est en position de force dans les négociations, mais il n'est pas du genre à humilier, il ne veut pas piétiner l'empire déchu, et il arrive à convaincre les soviétiques de réunifier l'Allemagne, une stratégie pacifiste pour enterrer le conflit. Aussitôt sortis de la guerre froide, les États-Unis entrent déjà dans un nouveau conflit. Cette fois, c'est une vraie opération militaire, nom de code Tempête du désert. Une remise en contexte s'impose. Le 2 août 1990, le dirigeant irakien Saddam Hussein envahit le Koweït et répond à son désir d'expansion territoriale. La réaction de Bush est rapide et directe, nous ne le permettrons pas. Alors, il rassemble plusieurs pays arabes et occidentaux, 28 au total, qui, comme lui, sont indignés par l'invasion du Koweït par l'Irak. Près d'un demi-million de soldats sont envoyés sur le front. L'opération est lancée le 17 janvier 1991. Just 2 hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. These attacks continue as I speak. 5 months ago, Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Tonight, the battle has been joined. Les motivations de Bush et de la plupart des pays investis dans cette opération ne sont pas vraiment morales, du moins pas uniquement morales. Ils veulent d'abord et avant tout stopper fermement les ambitions expansionnistes de Saddam Hussein.
mais les États-Unis veulent aussi éviter tout type de conflits régionaux qui pourraient compromettre le statu quo de la guerre froide. Bush veut maintenir l'équilibre mondial déjà largement à son avantage, et enfin il y a une raison plus économique. Le Koweït est un pays pétrolier et ça intéresse les Américains. Drill, baby, drill. En 48 jours, la coalition libère le Koweït et écarte les ambitions territoriales de Saddam Hussein. À ce moment-là, les populations kurdes et les chiites irakiens veulent faire tomber le dictateur irakien, mais les États-Unis préfèrent tout de même le maintien au pouvoir de Hussein en Irak, avec qui l'administration Bush a eu jusqu'ici de bons rapports. Très investi sur le plan international, George Bush est donc tourné vers l'extérieur et très discret sur la politique nationale. Le président paraît déconnecté des Américains, il ne s'intéresse pas à eux et préfère regarder le reste du monde. Le président est immobile, il ne fait rien, c'est l'image qu'ont les Américains de leur président. Il est conservateur, il veut que rien ne change, à tel point qu'en janvier 1993, deux journalistes du Time Magazine, Michael Duffy et Dan Goodgame, publient un ouvrage intitulé « L'art du surplace ou la présidence du statu quo ». 3 ans plus tôt, en 1990, toujours dans le Time Magazine, il est élu homme de l'année à la fois pour ses succès à l'étranger, mais aussi pour ses échecs en politique intérieure. Malgré quelques réformes, Bush est donc trop absent pour les Américains. Il a des relations compliquées avec le Congrès à majorité démocrate et même chez les républicains, ses soutiens commencent à le lâcher. Ça va mal pour le président qui entame donc sa campagne de réélection en 1992 et c'est loin d'être gagné. On l'a dit, redit et répété, son image est désastreuse aux États-Unis et la campagne ne va pas tourner en sa faveur. Avec les deux autres candidats, George Bush est invité à une séance de questions-réponses en direct à la télévision. Mais Bush n'est pas à l'aise dans l'exercice, il n'aime pas ce format d'émission, il s'ennuie. Alors il regarde sa montre à plusieurs reprises et perd déjà des points pour les électeurs. Mais le moment qui va entériner l'image du président déconnecté, c'est quand une Américaine demande au candidat en quoi la dette nationale a personnellement affecté leur vie. Bush se lance dans une tirade générale sur la crise et ses répercussions et plonge dans un discours économique avant de s'interrompre en voyant le regard perdu de son interlocutrice. Il dit alors Traduction, je ne suis pas sûr de comprendre, éclairez-moi sur la question et j'essaierai d'y répondre. C'est la pire chose qui pouvait lui arriver, il est déconnecté à tel point qu'il ne comprend même pas la souffrance de millions d'Américains. Voilà l'image qu'il renvoie à ce moment-là. Cet épisode marque la fin de son mandat, la fin de Bush président puisqu'il ne sera pas réélu au poste suprême. George Bush quitte la Maison-Blanche et laisse la place à son opposant démocrate. À son tour, Bill Clinton est élu président des États-Unis.